Salut à tous, c'est un mot qu'a lieu cette semaine, notre émission sans concession. Nous sommes chez Johan Motorsport dans la concession du champion de France 2017 Super Sport, Cédric Tangle, le fils de Johan. On parlera donc de sport, on parlera du Grand Prix des Amériques en MotoGP et un grand débat sur la BD et la moto en plus de toutes nos rubriques habituelles. Ça va être passionnant, venez. Nous sommes chez Suzuki à Meaux dans cette superbe concession chez Johan Tangre. Salut Johan. Ça. Salut David et bonjour à tout le monde. On est également avec Robin Camus. Bonjour à tous. Pilote émérite et qui travaille dans la concession. Voilà, depuis peu, ouais. Avec nous également Eric Sélis. Salut Eric. Salut David, bonjour messieurs. Tu connaissais la concession, Johan Motorsport? Oui, et Johan le sait peut-être pas forcément, mais en fait je l'ai connu par hasard, enfin pas par hasard, mais par accident, parce qu'en fait on faisait de l'enduro et du tout-terrain le long du canal de l'Ourcq il y a très longtemps, et en fait on avait crevé, et on s'était arrêté juste devant la concession pour réparer. D'accord. Voilà, mais ça, il avait été aimable? Non, il n'était pas sorti, mais on n'avait pas cherché à demander de l'assistance. En fait, on s'était arrêté là parce que pièces ici. non plus, parce qu'on n'avait pas la marque des motos n'était pas celle de Suzuki à l'époque. Et en fait, on s'était arrêté là parce que le trottoir était assez large et on s'était mis juste devant. Voilà. Johan, on est avec Robin. Robin, il est de ta famille et il va reprendre la concession? Voilà, l'idée c'est ça, c'est que Robin, oui, il est de ma famille, bien sûr, je suis son oncle, il est mon neveu, donc. Voilà, il n'était pas très sûr, hein, t'as vu, il est mon. Voilà. Donc, ouais, l'idée c'est ça, c'est qu'il reprenne la concession. Je pense qu'il a un potentiel important, il nous l'a déjà prouvé quand il était môme, un peu plus grand aussi, et il a un gros potentiel. Maintenant, il faut qu'il arrive à le canaliser. Et à apprendre le métier quand même. Apprendre le métier parce que Robin, au niveau sport, c'est Johan Motorsport, au niveau sport, t'as pas grand chose à apprendre, t'es pilote. Bah, y a toujours des choses à apprendre. Après, oui, c'est vrai que grâce à Johan, à Cédric et à la concession aussi, j'ai commencé la compétition. Cédric, j'en ai ton fait fils, Cédric, mon fils, on va accueillir tout à l'heure. Qui est mon cousin, détail. voilà. Tout à fait. Et j'ai pu me mettre à la compétition et c'est vrai que j'en ai fait 8 ou 9 années. Donc, donc j'ai pu vraiment bien découvrir ce milieu-là. Maintenant, au niveau du travail dans la moto, j'ai déjà travaillé un petit peu dans la moto, mais de moins nombreuses années, quoi. Est-ce que ça signifie que tu vas devoir arrêter la compétition? Ralentir un peu, en tout cas cette année, oui. Forcément, ça va pas être possible de le faire au même rythme qu'avant, parce qu'avant, je faisais le championnat de France plus le championnat du monde d'endurance. Donc c'est vrai que ça prend beaucoup de temps et puis il faut faire des choix. Donc on peut pas tout faire en même temps, quoi, si on veut le faire bien. Johan, le sport, c'est l'ADN de cette concession Suzuki, on est d'accord? Ouais, même dans le nom. C'est vrai que c'est l'ADN, rien que dans le nom, parce que si j'ai donné ce nom-là au magasin, c'est parce que je voulais qu'on sache que moi j'étais bercé par le sport. J'ai couru il y a longtemps, c'était en 79-80. Pas très longtemps parce que j'ai voulu faire plein de choses en même temps et c'était compliqué quand moi j'étais déjà marié, on était déjà ensemble avec ma nana. Tout était compliqué de faire tout en même temps, on n'avait pas de moyens, donc j'ai arrêté la compétition et puis après... Est-ce que ça se ressent dans la clientèle justement qui vient ici? Parce qu'on a vu en rentrant dans le magasin, il y a une belle vitrine où les GSX-R sont bien alignés. On a le modèle origine qui attire les convoitises, hein, si j'ai bien compris, c'est le numéro 13. C'est la numéro 13, elle attire voilà. beaucoup de monde. Est-ce que la clientèle sait qu'elle va trouver quelqu'un ou des interlocuteurs référencés sport? Aujourd'hui, de moins en moins. Quand on a commencé en 94, le sport était quasi à son plus haut niveau, hein, depuis les années 80. Mais aujourd'hui, le sport, c'est plus la première clientèle. La première clientèle, c'est le roadster. Et le sport passe en deuxième clientèle, même après le trail routier aujourd'hui. Et c'est vrai que les motos de sport, c'est plus comme avant. Maintenant, on a tourné la page. On a toujours une clientèle qui est vraiment très, très rigoureuse sur les produits sportifs. On a des GSX-R 2017 à préparer, même pour des clients pour la route.
pas que pour la piste. Mais c'est vrai que par contre, ils savent que quand ils viennent ici, bah, ils ont un interlocuteur qui connaît quand même la compétition et qui est passionné aussi par la moto. Et ça, c'est quand même important aussi. Toi, Robin, dans tes intentions futures, le sport, tu veux l'entretenir, cet ADN sportif? Bah oui, parce que moi, c'est ma passion. Et c'est vrai que j'ai pas envie de... Enfin, moi, ça m'attire pas de faire quelque chose qui est juste pour le business et pas pour le côté passion. Moi, c'est vraiment ça qui est important parce que je veux avoir le sourire quand je vais au travail le matin et c'est grâce à ça que ça peut continuer. Je pense que c'est pareil pour Johan. C'est pareil. Alors, Cédric et Jérôme sont dans l'enseignement et c'est Robin qui reprend l'activité. Ouais, Cédric et Jérôme, ils sont dans l'enseignement. Jérôme est prof de PS en Bretagne, à Guingamp. Je crois qu'ils ont choisi tous les deux un métier qui leur plaît, qui est passionnant pour eux, mais aussi un métier qui leur laisse du temps libre, justement pour pouvoir faire de la moto. Parce qu'ils ont vu tout le temps que je passais ici, que ce soit le dimanche, le lundi ou toute la semaine, et ils voulaient avoir du temps de libre pour faire de la moto, que moi je n'avais plus le temps de faire. Toi, tu sais, Robin, que c'est contraignant. Tu sais que c'est un métier qui va être très prenant. Oui, ça c'est sûr que ça va me prendre du temps. Et Johan, il me l'a déjà bien dit avant de m'en parler. Ça faisait longtemps. Enfin, c'est vrai que moi, j'ai toujours rêvé d'avoir une concession un jour, même avant de faire de la compétition. Parce qu'avant, moi, de la compétition, ça m'attirait même pas plus que ça, en fait, parce que je connaissais pas trop le milieu, en fait. Mais dès que je m'y suis mis, dès qu'on m'y a mis, tout de suite, j'ai accroché parce que j'adorais la moto. Mais moi, j'en faisais beaucoup sur la route. Et c'est vrai que je sais que ça prend du temps. Maintenant, je pense il faut essayer de... Et tu es au courant des contraintes, notamment, tu as eu des déconvenues, Johan, récemment, sur les contraintes qu'imposent les constructeurs par rapport au volume, par rapport à la part de concession, au cahier des charges, quoi. Ouais, aujourd'hui, tout est compliqué par les importateurs parce qu'ils veulent des gros magasins, ils veulent des grandes surfaces et on perd la passion dans ce système-là. Il faut arrêter parce que sinon Robin il va se sauver, il va pas rester jusqu'à la fin de l'émission, on va lui faire peur là. Alors dans la gamme Suzuki, nous on s'est fait plaisir, on est chez Johan Motosport, on a essayé une sportive, le fer de lance sportif de Suzuki, la dernière GSX-R 1000. On était en compagnie de médaillés de ski, on était sur le circuit Carole, on regarde ça tout de suite. Nous sommes donc au circuit Carole, on est venu récupérer cette Suzuki GSX-R 1000R qu'on a confié le temps d'un week-end de course dans le cadre de l'Ultimate Cup à 4 champions de ski qui se sont improvisés pilotes le temps d'un week-end. On leur a confié la moto, l'une des plus efficaces sur circuit, et on leur a confié une caméra. On les a laissés libres de se filmer et on regarde tout de suite ce qui s'est passé. Moi j'ai un Sportster, j'ai un Harley du coup glissant, j'ai une Honda 3,5 four, une vieille Dnieppe 750 de 61 et puis j'ai roulé sur un FZR pendant 2 ans, j'ai appris à rouler sur un FZR donc voilà. Mais c'est quand même autre chose, je suis vraiment hyper impressionné par les motos qu'il y a ici, j'ai hâte d'essayer ça. J'ai un 1000 CBR Rapsol, rebaptisé par notre regretté Anthony Delal, que j'avais roulé avec lui. J'étais tombé, il m'a dit c'est plus une Repsol que toi, c'est un Rapsol. Donc un 1000 CBR Rapsol. GSX-R 750 de 2008, donc belle moto qui va bien, qui a 10 ans et c'est vrai que voir des machines comme ça, les avoir essayées, ça donne envie de changer. Alors on commence à se poser des questions. Alors moi j'ai une Iron 883. Ma première moto, ça a été une GSE 550 de 1980. D'accord. Et parfois, j'emprunte celle à VFR 7,5 de mon père pour un peu plus de sensation de vitesse. C'est un missile ce mec. Ouais, c'est un missile, hein, franchement. C'est hyper précis. Elle paraît hyper légère, t'as l'impression qu'on est en 125, tu la mets où tu veux. C'est une moto hyper facile, hyper agréable, hyper en sécurité, peut-être trop même. Hyper maniable, hyper précise. Que je prends une vraie sportive entre les mains et j'ai été impressionné par la facilité justement de prise en main et
maniabilité qui pardonne beaucoup d'erreurs et je me suis vraiment régalé. La première fois que je mets les pieds sur un circuit, j'ai pu faire d'abord un baptême en duo et puis après pouvoir rouler un petit peu avec cette moto. C'est énorme, hein. C'est tout un monde que je connais pas, que je découvre. Voilà, j'entreaperçois à peine l'immensité de toutes ces possibilités. Ouais, sur piste, c'était énorme. Alors la différence de cette version R par rapport à la normale, c'est notamment les suspensions. La fourche à gros piston et l'amortisseur de très haute qualité qu'on peut régler en tous sens. On voit aussi qu'il y a un superbe pot à Krapovic sur cette version-là. Et puis, elle est reconnaissable à des petites LED qui sont nichées juste au-dessus de l'entrée d'air sur cette version R de la Suzuki GSX R1000. Juste le design un peu attendu avec ce petit feu unique à l'avant, mais on s'habitue. Et puis, de toute façon, au guidon, ce qui se passe, c'est tout simplement lunaire. Le freinage, pour ne parler que de ça, est démoniaque. Les accélérations, évidemment, avec plus de 200 chevaux, il faut faire très attention sur la route. Et puis les suspensions, on ne les a pas réglées. Et comme ça, pas réglées, elles sont vraiment agréables. Le tableau de bord est plutôt ergonomique et il est assez facile à régler. Alors, il est ergonomique, certes, mais il est difficilement lisible parce que les chiffres sont écrits un peu petits. Ce qui surprend, c'est que cette machine, elle est hyper étroite. C'est une moto évidemment pas très confortable pour l'exercice de la route. Elle est faite pour rouler ici, sur circuit. Donc là, la position de conduite, elle est évidemment beaucoup plus radicale que sur les versions précédentes. Après, au chapitre des défauts, parce qu'il faut trouver des défauts, à part le confort évidemment sur une sportive, franchement, les rétros, c'est rudimentaire avec très peu de possibilités de réglage et de toute façon un peu dur. Et quand on sait qu'avec une sportive, il faut rentrer les coudes pour voir, là, Suzuki ne nous facilite pas vraiment les choses. Ce qui est très agréable sur cette GSX R1000R, et y compris sur la route, c'est le quick shift, le shifter qui passe très facilement les rapports, ça verrouille très bien et c'est plutôt agréable sur la route. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut régler le traction control sur 10 positions et y compris le déconnecter. Donc on ne conseille pas à ceux qui prennent en main cette GSX-R de passer sur off parce que évidemment quand la roue arrière se met à patiner, il est presque déjà trop tard quand on se rend compte qu'il fallait un tout petit peu d'anti-patinage. Alors il ne faut pas mettre 10 pour autant. Le réglage idéal de l'anti-patinage pour nous c'est 2. Voilà pour l'essai de cette nouvelle GSX R1000. Bon, on va essayer de garder celle-ci, la numéro 13, qu'elle ne parte pas à Marseille le plus rapidement possible. On passe au top et au flop tout de suite. Notre premier top concerne le salon Next Gen qui a eu lieu sur le circuit Auto-École Monneray à Meudon. Il y avait des initiations à la moto, il y avait des huiles qui sont venues, le maire de Garches, le maire de Meudon. Bon, ça manquait de monde, mais c'est une première édition. On espère que Philippe Monneray, avec toutes ses connexions, va parvenir à faire durer ce salon. Oui, ça a été une belle opération. Aude et Philippe Monneray sont lancés dans ce salon. C'est vrai que ça a été compliqué. Paradoxalement, il a fait beau, donc le monde s'est peut-être un petit peu dispersé, mais le fait de permettre aux jeunes enfants de découvrir le monde de la moto, de découvrir aussi pour les utilisateurs les vélos à assistance électrique, tout ce qui est du permis A2 et des 125, je pense que voilà, il faut peut-être recentrer plus sur le côté proximité avec les concessionnaires et la possibilité d'essayer des modèles, ouais. Mais je pense que ce salon a de l'avenir. Ouais, parce qu'il y avait démonstration d'airbag, il y avait pas mal d'activités. Rendez-vous l'année prochaine avec ce salon Next Gen. Il y a aussi dans nos tops la généralisation de l'e-call. Vous savez, l'e-call, c'est ce système qui permet d'alerter les secours dans le cas d'accident. C'est très répandu dans l'automobile, ça va devenir obligatoire même dans l'automobile. Et eh bien, il y a plusieurs constructeurs qui se mettent à fabriquer, à proposer le e-call sur les motos. Deguard, on a Digades et BMW le propose directement sur les motos. Oui, effectivement, donc ça c'est, je pense, une bonne idée et je pense qu'effectivement tout le monde va s'engouffrer dans la brèche. Ça, je pense que c'est bien. Ouais. C'est important ça, Johan ? Ouais, je crois que c'est important parce qu'il y a beaucoup de personnes en moto qui roulent tout seuls et c'est vrai que si ça peut se déclencher automatiquement, c'est un plus. S'il faut qu'on le déclenche manuellement, c'est moyen.
Parce que alors sur les autos, ça se déclenche avec l'airbag, mais c'est plus compliqué c'est plus compliqué en moto. Il faut des capteurs un peu partout. Enfin, chez BM, ils ont expliqué le système qui, en fait, c'est une géolocalisation. Et s'il y a une très forte décélération, ce qui veut peut-être dire accident, choc, du coup là, ça se déclenche automatiquement, mais on laisse aussi l'option au pilote d'appeler lui aussi suite à un problème technique, par exemple. Alors il y a les machines, il y a les équipements aussi. On sait voilà. que Cosmo effectivement, Liberty, Cosmo qui était présent au Next. Voilà, Cosmo, c'est le ça système fait- qu'on ça met fait- sur le ouais. casque, dont Philippe Monneret est l'un des ambassadeurs et qui était présent notamment au salon Next Gen dont on vient de parler. Et c'est vrai que ça, c'est aussi un système qui est vraiment efficace. Voilà, la sécurité. On passe au flop avec le premier flop. La ville de Paris nous fournit énormément de flops. C'est encore l'occasion avec le stationnement qui va devenir payant. Ouais, enfin, c'est comme d'habitude. Après les voies sur berge pour tout le monde, les problèmes de circulation, là, le stationnement payant. Et moi, je rajouterais presque un flop aussi. C'est qu'il y a quelques jours, il y a eu également le marathon de Paris. Oui. Le marathon de Paris qui était sponsorisé par une marque Schneider Electric. Et dans tout le cortège d'accompagnement des joggeurs et des coureurs et des compétiteurs, il n'y avait pas de véhicule vert, on va dire. Ouais. Ça, c'était surprenant. Madame Hidalgo qui prêche l'écologie, qui prêche la bonne parole, etc. Il y avait quelques scooters BMW C-Evo qui ont un petit peu reverdi le tableau. Mais là, je pense que c'était une occasion qu'elle avait et qu'elle a complètement ratée aussi. On va ranger ça dans les flops. On a envie du retour de la katana, Johan. La katana, c'est un peu l'arlésienne. On en entend parler. C'est comme un peu la récursion, le modèle compresseur de Suzuki. On aimerait bien le passer dans les tops, mais pour l'instant, elle n'est pas là, cette katana. Ouais, pour l'instant, elle n'est pas là. C'est vrai que c'est une moto mythique. Aujourd'hui, plutôt que de sortir un SVX, peut-être il aurait fallu sortir la katana. Oui, parce que le néo-rétro est une tendance néo, lourde. C'est un vrai néo-rétro. Ça aurait été un vrai néo-rétro. Et une machine, je pense, bien regardée par la clientèle et achetée par la clientèle de Suzuki pour la faire revenir en magasin. C'est vrai que ça aurait été une très bonne idée. Ça avait été un succès commercial à l'époque, la katana? J'ai pas ce souvenir-là, moi. Non, la katana n'a pas été un succès parce qu'elle était en avance sur son temps. Aujourd'hui, elle va être en retard sur son temps. On l'attend en tout cas pour faciliter les choses à Romain, ça serait pas mal qu'elle arrive. On va regarder le Techno Shop de Valentin qui va nous parler d'électrique. Salut à tous, aujourd'hui on va parler moto électrique avec deux annonces assez importantes en provenance de ce segment en plein développement. Alors même si je sens qu'il y en a déjà qui ont le poil qui se hérisse, la première info c'est que Harley-Davidson va proposer une moto électrique à la vente dès 2019. En perte de vitesse au niveau de ses ventes mondiales, le constructeur américain espère ainsi se positionner sur ce segment pour en devenir un acteur majeur. Et pour ça, le premier modèle disponible d'ici à peu près 1 an et demi sera donc logiquement une version grand public de la Livewire, un prototype roulant déjà présenté en 2014. À l'époque, cette moto à mi-chemin entre roadster et custom proposait seulement 80 km d'autonomie, mais on imagine que ce chiffre sera revu à la hausse, notamment avec les technologies, avec les progrès techniques réalisés sur les batteries. Pour ce qui est des performances, en revanche, là on imagine que les accélérations seront plutôt franches, puisque ça c'est quand même le gros atout de l'électrique. Et ça nous amène à la deuxième info importante du côté de la compétition cette fois. La Dorna, qui organise le championnat MotoGP, intégrera dès 2019 à celui-ci une nouvelle catégorie, la Moto E. C'est-à-dire une course de moto électrique où tout le plateau sera équipé de la même machine, la Energica Ego, dans sa version Corsa spécialement développée. Cette superbike électrique italienne annonce des chiffres plutôt sympas, on a 150 chevaux à peu près, 20 mètres kg de couple et le 0 à 100 avalé en 3 secondes. Annoncée avec 200 km d'autonomie pour la version routière, elle ne devrait pas avoir trop de mal à boucler les 10 tours que comptera la course et qui se déroulera uniquement lors des manches européennes, juste avant les courses de Moto3. 18 teams prendront le départ, tous issus des différentes catégories. Ça veut dire qu'on retrouvera des motos aux couleurs de Tech 3, marque VDS, Pramac, mais aussi des équipes de Moto 2 et Moto 3. Alors pour un avant-goût de tout ça, rendez-vous au Grand Prix de France les 19 et 20 mai, puisque la Energica Ego Corsa y fera une démonstration. On passe à la rubrique test technique avec un nouveau Dunlop, un nouveau pneu Dunlop, le Sportmax TT. C'est sur le circuit de Monteblanco en Espagne que nous avons essayé le nouveau Dunlop Sportsmart TT. TT, ça signifie Track Technology. Donc on a essayé le pneu dans plusieurs utilisations. Dunlop a fait les choses bien. Il nous avait réservé de la pluie, du vent, du sec. On a pu rouler sur les routes sinueuses et mouillées des environs de Séville.
Donc on a pu juger de l'efficacité du Sport Smart TT sur revêtement humide. Ce qu'on peut dire à l'issue d'une journée complète de tests éprouvante avec les conditions météo changeantes, c'est qu'on retrouve sur ce pneu Dunlop un peu les caractéristiques des Dunlop que l'on connaît en endurance, en tout cas que je connais en endurance, c'est-à-dire un pneu efficace un peu partout, très constant dans son comportement, et puis un pneu arrière avec un grip un peu plus élevé que les précédents. Dunlop a sorti 4 pneus en un an. Ils ont sorti évidemment le GP Pro pour le circuit, le D212 GP Racer, le nouveau, ensuite le Sport Smart 2 Max, et puis ce Sport Smart TT tout nouveau. Donc ce qu'on peut dire, c'est que le comportement est plutôt constant sur piste humide, sur piste séchante. Il est bluffant, notamment au guidon des petites cylindrées Ninja 400, parce qu'on a pu vraiment s'amuser sur un circuit qui n'était pas complètement sec. Et puis sur la piste mouillée, ce qu'on peut dire, c'est que l'arrière offre vraiment beaucoup de grip, beaucoup de motricité et devrait faire les beaux jours de Dunlop dans cette catégorie de moto. On va accueillir Sébastien Montet qui va nous parler des concurrents du Dunlop Sport Smart TT et puis qui va nous dire en quoi ce pneu est hérité de l'endurance. On a vraiment voulu cibler large parce que le Sport Smart TT, comme tu l'as dit tout à l'heure, son utilisation c'est piste et route. Donc on a voulu un pneu d'ensemble. Donc dans les concurrents que nous avons vus, nous sommes allés vraiment de chez nos concurrents des pneus typés plus piste ou utilisation très poussée comme du Super Corsa SP ou des pneus un petit peu plus route. Le plus gros des critères en fait était vraiment pour nous cette utilisation multicarte avec une grande fenêtre d'utilisation comme on le sait le faire en endurance. Donc le premier point était au niveau de la bande de roulement, de la gomme de la bande de roulement, où on s'est directement inspiré de ce qu'on fait de mieux en endurance avec les multiples titres mondiaux qu'on a eu ces dernières années. Donc essentiellement au niveau de la gomme, mais on a utilisé aussi beaucoup de notre technologie d'un point de vue carcasse et beaucoup de ce qu'on ne voit pas, qui est en fait de comment les gens travaillent ensemble. On a essayé de regrouper nos deux centres de développement, nos deux groupes de développement, nos ingénieurs développement compétition et nos ingénieurs développement route, pour qu'ils travaillent ensemble sur ce programme, bien que le pneu était managé d'un point de vue gestion de projet par l'équipe route. Le débrief sport en compagnie de deux cousins avec Cédric Tangre qui nous a rejoint. Salut Cédric. Bonjour à tous. Robin, Cédric, vous êtes cousins, vous avez été rivaux également. Champion, vice-champion, dans quel ordre? En 2015, donc j'ai fini champion de France devant Robin pour 4 points. De Super Sport, c'est ça? Championnat de France Super Ouais, en Sport. 600, ouais. Donc la rivalité n'a pas été trop difficile entre cousins? On ne s'est pas encore assassiné pour l'instant, donc ça va. Mais non, ça a été. C'était des bonnes bagarres, on va dire. On n'a pas eu d'animosité en dehors du circuit, quoi. C'est ça, ouais. Non, vraiment bonne ambiance. Ça a été des bagarres avec beaucoup d'émotion parce que forcément, c'est pas tous les jours qu'on se bataille avec son propre cousin. Surtout la course à Carole chez nous où on termine à 16 millièmes d'écart avec les coudes. On franchit la ligne d'arrivée avec les coudes qui se touchent. Ouais. Donc c'était vraiment des bons moments. C'est plus facile de se battre contre quelqu'un de sa famille ou au contraire, c'est plus difficile? C'est plus difficile, sans aucun doute. Enfin, en tout cas pour moi. C'est-à-dire qu'il y a plus de retenue éventuellement? Tout à fait. En fait, Robin et moi, c'est vrai que dans la vie, on s'apprécie énormément. On passe beaucoup de temps ensemble. Et puis, c'est vrai que quand on arrive derrière et qu'on doit le doubler, on fait d'autant plus attention parce qu'on n'a surtout pas envie de perturber sa course. Ouais, on imagine l'accrochage, les deux dans le bac, avec explication derrière. Mais tu as aussi roulé contre ton frère, Cédric. Pas facile ça non plus. C'est vrai, j'ai aussi roulé contre mon frère, c'était il y a un petit peu plus longtemps, 2008, 2009, 2005 aussi. Jérôme qui a fait de la compétition comme toi à haut niveau en championnat de France. Voilà, tout à fait. Mais on a aussi roulé ensemble et ça je pense qu'il faut le noter aussi. Avec mon frère en 2008 on finit 4e aux 24 heures du Mans. Avec Robin l'année dernière on fait un podium en stock au Bol d'Or. Donc voilà, c'est aussi des moments où on n'est pas contre, mais on est ensemble. C'est l'intérêt de l'endurance, de pouvoir rouler entre coéquipiers et en famille aussi. Ouais, ça c'est super, ça en endurance. Et ça aurait été un rêve de pouvoir courir avec Jérôme, Cédric et faire une équipe en famille. Vraiment. Vous ne l'avez jamais fait, les trois, Jérôme, Cédric et toi? Non, jamais, on n'a pas eu l'occasion. Cédric, toi, tu
tu es plus que jamais impliqué dans la compétition. Donc tu es double champion de France Supersport, c'est ça? Tout à fait, j'ai gagné donc en 2015 face à Robin et en 2017 aussi. D'accord, double champion de France Supersport. Et cette année, tu fais le championnat d'Europe, Moto 2 également. Ouais, tout à fait. Cette année, je me suis lancé un gros défi. Donc c'est d'acheter une Moto 2 de chez Tech 3, donc une Mistral. Qui est derrière nous, la moto. Qui est juste là, la effectivement. Et avec le but, c'est de participer au championnat d'Europe CEV et surtout, j'ai envie de dire, au Grand Prix de France, qui est vraiment le rêve de gamin que j'ai depuis toujours, quoi. C'est validé? Tu vas être sur la liste des engagés? La validation, elle sera vraiment dans les tout prochains jours. Maintenant, voilà, on a demandé la wildcard. Il y a 2 places de wildcard pour la France. On est 2 à l'avoir demandé. Je pense pas qu'en tant que champion de France, même à 34 ans, parce qu'il y a quand même... je serais un peu le doyen. mais je pense pas qu'ils me refusent, même à cause de l'âge. Moi, j'ai juste une question, c'est pourquoi avoir tout d'un coup décidé, comme tu le dis, à 34 ans, d'aller relever ce challenge de la Moto 2, de ce championnat d'Europe? Tu te sentais un petit peu à l'étroit en championnat de France? Non, je me sens pas à l'étroit parce que j'ai pas ultra dominé. Je suis pas Valentino Rossi, loin de là. Par contre, j'ai toujours eu ce rêve-là. L'année prochaine, ça passe au moteur Triumph. Il y aura l'anti-patinage et ça me plaît pas. Donc comme c'était un rêve de gosse que je voulais absolument faire, j'estimais avoir le niveau et la capacité de le faire. Par contre, une fois qu'il y aura l'anti-patinage, toute l'électronique, etc., ça m'intéresse beaucoup moins. Je trouve que c'est beaucoup moins intéressant de rouler sur des motos avec beaucoup d'assistance. C'est plus compliqué de le faire, voilà. En plus avec le staff. En fait, c'est ça. Technique. C'est que d'une part, je trouve ça moins intéressant d'un point de vue pilotage. D'autre part, ça nécessite encore plus de budget et encore plus de staff technique. Et c'est quelque chose que du coup, qui deviendrait mission impossible. Et Hervé Poncharal, comment il a accueilli cette démarche? Est-ce qu'il te suit? Est-ce que le staff de Tech 3 va pouvoir te prodiguer des conseils, surtout si tu es au Grand Prix de France? Comment vous êtes arrangé un petit peu? Alors oui, effectivement, Hervé, il a été assez sympa puisque c'est grâce à lui que j'ai obtenu cette moto. Il m'a accueilli donc chez Tech 3 pour récupérer la moto. Il m'a filé un petit package avec la vente de cette... non mais si tu veux, c'est pas des vendeurs de motos. Tech 3 ils ont fabriqué cette moto là, mais c'est uniquement pour leurs pilotes de compétition. Ils vendent pas leur moto, sauf pour des particuliers qui la mettent après dans des salons ou ce genre de choses. Mais voilà, moi il a fait l'effort de me fournir un package avec des pièces qui permettent de rouler en compétition avec. Ce qui n'est pas forcément évident parce qu'ils n'en ont pas 36 000 de rechange. Voilà. Il m'a aussi fourni une base de données de réglage. Et je sais que si j'ai un problème lors du Grand Prix de France, je pourrais me tourner vers lui si jamais il y a un gros souci. Alors le Supersport, c'est votre spécialité. Pourquoi le Supersport? Parce qu'il y a eu des champions du monde français. C'est un peu une spécialité française. Fabien Foret, Stéphane Lucas Chambon Maillas, qui a été le premier. Chambon. Stéphane Chambon, Fabien Foret, Lucas Maillas maintenant. Sébastien Charpentier qui a été le premier pilote français de vitesse à être 2 fois titré en vitesse. Donc ça, c'est pas rien. Et puis oui, c'est vrai que c'est dans la fibre des Français. Pourquoi visiblement. Le Supersport, Robin? Ça, j'en ai aucune idée. C'est vrai que je m'étais jamais posé la question, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de 600, réussite en 600. Pour ceux qui... Ouais, c'est peut-être un peu moins. Pourtant, c'est quand même des catégories où ça coûte quand même de l'argent pour être assez haut, pour avoir des machines bien préparées. Mais ouais, j'ai du mal à dire comme ça. C'est vrai. Pourquoi les 600 et pas les 1000? Je pense que c'est la catégorie en championnat du monde où il y a justement le moins besoin de staff et de matériel. Le sport, c'est aussi les Grands Prix. On a un début de saison époustouflant en MotoGP avec la guerre Rossi Marquez qui est ranimée, avec un Johann Zarco époustouflant. On regarde tout de suite ce qui s'est passé à Austin avec notre envoyé spécial Michel Turcot. Alors Marquez, c'est sa 6e victoire d'affilée à Austin, c'est-à-dire que depuis 2013 et ses débuts en MotoGP, il n'a jamais été battu sur circuit.
Il n'a d'ailleurs jamais été battu aux États-Unis, puisque si on rajoute ses victoires à Laguna Seca et Indianapolis, ça en fait 10. Voilà, 10 victoires d'affilée sur le territoire américain. Il est intouchable. Alors à Austin, le circuit, dès la première fois qu'il y a mis les pieds, la première séance d'essai qui a été organisée là-bas, il avait collé une seconde à tout le monde. Et c'était encore une fois ses débuts en MotoGP. Donc c'est un circuit avec une première partie avec des enfilades très rapides, où a priori la Honda n'est pas la mieux, la Yamaha devrait y être supérieure, et pourtant Marquez avec son physique de camionneur, il est plus fort que les autres là-dedans. Et puis surtout il y a 4-5 gros freinages où là il fait vraiment la différence, c'est en gros un dixième de mieux que les autres sur chaque freinage. Johan il termine 6e, ce qui en soit un très beau résultat, premier team indépendant, il termine à 15 secondes en gros du vainqueur. Aux essais, ça a été compliqué, une fois encore. Le vendredi, première séance d'essai, il a un problème, une fuite sur un carter moteur. Il perd du temps, il repart, il prend une boulette de gomme au niveau, entre ses plaquettes et un des disques de frein, obligé de s'arrêter. Bref, la première séance, ils avaient des choses à essayer, ils n'ont pas pu le faire. Et à partir de là, on sait qu'aujourd'hui, il faut faire un chrono pour la FP3 pour éviter de passer en Q1. On savait que la pluie était attendue le samedi, donc bon, c'est un peu le stress. En plus, circuit bosselé, si ça plaît à Marquez, ça plaît pas du tout à Johan, qui aime les motos. Il aime être en confort, il aime pouvoir se détendu sur sa moto, voilà, pour avoir de la vitesse de passage en virage. Bref, c'est pas un circuit pour lui. Malgré tout, il sauve les meubles en qualif, il arrive à faire le 4e temps, et puisque Marquez a été déclassé pour avoir gêné Vinales durant la qualif, il récupère une place en première ligne, il fait un bon départ, il part au cul de Vinales et de Rossi. Malheureusement, il manquait un peu de rythme, même s'il a été très régulier sur la longueur de la course, il manque un peu de rythme, donc il a perdu le contact, et à 4 tours de la fin, il n'a pas pu résister à Dovizioso qui l'a doublé. 6e, c'est quand même une belle perf. Alors c'est vrai qu'on devient gourmand, mais enfin on le rappelle, c'est un pilote qui a une moto qui est quand même un moteur inférieur aux autres, et sur un circuit où il faut pédaler comme ça, voilà, il y avait quand même des excuses à ce que certains pourront peut-être considérer comme une contre-performance. Depuis un bon mois, Johan Zarco et Laurent Felon nous répètent que le choix pour l'année prochaine sera fait au Grand Prix d'Espagne à Jerez. Maintenant, on sait que le choix sera annoncé en fait à Jerez, donc ça devient pour eux un peu difficile de retarder cette annonce. Notre ami Günther Wisinger du magazine Speed Week a fini par laisser comprendre qu'il est proche de Pete Berrer, de KTM, il est autrichien, il est voilà, avec Red Bull, tout ça, qui est partenaire. Bref, il a réussi à obtenir l'information qu'on connaissait mais qu'on avait promis de taire. Donc effectivement, Johan va signer pour 2 ans chez KTM l'année prochaine. Ça va surprendre tout le monde quand on sait qu'il avait une offre de Honda, mais voilà, enfin bon, on le laissera s'en expliquer lui-même, mais voilà, je pense qu'il avait envie d'être considéré comme le pilote numéro 1 et pas numéro 2 chez Honda derrière Marquez, qui est un pilote bien évidemment encombrant. Là, on est en championnat qui s'est super resserré, puisqu'on a 5 pilotes qui se tiennent en 8 points. Dovi, Marquez, Vinales, Crutchlow, Zarco. C'est hyper serré. Dovizioso, il a 16 points de plus qu'il en avait l'an dernier à la même époque. Et Marquez, lui, en a 8 de moins. Donc quand on sait comment s'est fini le championnat, on se dit que la suite va être passionnante. Alors c'est vrai qu'on est un peu déçu par les Ducati sur ces 2 derniers Grands Prix. Maintenant, l'an dernier, on l'a dit, ça a été encore plus compliqué pour eux. Ce n'est pas des pistes qui les avantagent. Tout le monde aujourd'hui est impatient de retrouver l'Europe avec des conditions et des circuits différents, qu'on connaît mieux. Voilà, donc on va dire que le championnat va commencer vraiment à partir de la semaine prochaine en Espagne. L'an dernier, Zarco avait fait des étincelles. C'est un circuit où il peut peut-être aller décrocher sa première victoire. Et puis après, il y a Le Mans qui arrive. Et là, je pense qu'il va être très chaud. Le public sera derrière. En tout cas, deux belles courses en perspective. On passe au jeu concours avec notre grand jeu avec beaucoup de lots à gagner et un casque Bell. Pourquoi votre moto est la meilleure? Vous avez jusqu'au 20 mai pour nous envoyer un clip de 30 secondes. Bonjour sans concession, alors pourquoi ma moto est la meilleure? Pour la petite histoire, on s'est rencontrés sur le Tinder un peu
une moto avec des motards qui s'appelle Le Bon Coin. Elle n'est pas exigeante parce que les week-ends à Venise, elle s'en fout. Elle préfère les petites balades dans la vallée de Chevreuse ou même au Mans pendant les événements. Elle a son petit caractère. La dernière fois, j'ai essayé une autre moto. Elle m'a bien fait comprendre qu'elle n'était pas contente. Elle m'a fait les joueurs speed, 400 balles. Donc je suis pas prêt de recommencer. Et ma moto, c'est la meilleure parce que je l'aime, parce que je me sens bien avec elle. Et faut savoir que tous les soirs, quand je la laisse, quand je la gare, je mets toujours ma petite main dessus comme ça pour qu'elle passe une bonne nuit. C'est vrai en plus. Cédric, on parle de concours et je crois que toi aussi tu vas en lancer un, mais là le lot est un petit peu plus important. Là on va pas encore pouvoir lutter à 100 concessions, mais ça viendra peut-être un jour. C'est ta moto de championnat de France qui est à gagner, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que pour financer le Grand Prix de France ainsi que le championnat d'Europe Moto 2, je suis en train de mettre en place une grosse tombola dans laquelle il y aura ma moto championne de France à gagner. Il y aura beaucoup de lots tels que des coyotes, des trackers, etc. Tous mes partenaires ont vraiment joué le jeu. Il y aura aussi des formations au permis de conduire. Voilà. C'est celle-ci, cette moto. C'est cette moto-là, exactement, qui a été Ça veut championne dire que de France le en championnat de France une fois qu'elle est gagnée. Alors la moto, elle sera donnée en fin de saison, justement, à la fin du championnat de France. Dans le même état, il faut qu'elle soit dans le même état. Et le tirage au sort sera effectué juste après le Grand Prix de France. On va te remercier Cédric d'être venu. Tu vas repartir à Nantes, je crois. Tout à fait, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Voilà, merci à toi d'être venu. Robin, merci de nous avoir accueillis ici, chez Yohan Motorsport. Et on passe tout de suite au débat sur la bande dessinée. On passe au débat, un débat au cours duquel on va parler de bande dessinée et on accueille pour la deuxième fois dans son concession Christophe Pinon. Salut Christophe. Salut David, salut Eric, salut Yohan. Faudrait pas que ça devienne une habitude non plus, parce qu'il va revenir aussi pour le salon, c'est ça ? Ah oui, Christophe, et puis peut-être pour aussi une balade dans les Alpes. Oui. Au mois de septembre. Bel événement ça aussi. C'est un homme multifonction, Christophe Pinon. Et aujourd'hui, Christophe, tu es là pour nous parler d'une BD qui est sortie le 11 avril. C'est ça, Pilote 18. Une BD que j'ai réalisée avec Eric Haringel et donc qui est normalement dans toutes les bonnes librairies. Yohan, toi, tu es lecteur de bande dessinée ? Ouais, je suis lecteur de bande dessinée. J'ai commencé comme tout le monde par le Joe Team. Le Joe Team, il y a 25 ans, c'était incontournable. Tout le monde lisait le Joe Bar et c'est des histoires de fous. Ça me rappelle quand moi je roulais il y a 30-40 ans. Comment ça s'est travaillé au niveau des gags, de la mise en page, de la mise en forme ? Ça a été long ? Comment c'est le process ? C'est très long parce qu'il faut déjà bien identifier les lieux, les personnages. Il faut identifier les motos. Il ne faut pas faire d'erreur. Même si ce sont des BD de gags, c'est aussi des BD qui se doivent d'être sérieuses et d'être le plus fidèle possible à la réalité. L'humour, c'est ce que tu recherchais aussi, Johan, quand tu étais sur le Joe Bar Team, c'était le maître mot, de toute façon. Oui, tout à fait. C'est vraiment l'humour qu'on avait sur ce bouquin-là. Enfin, ces bouquins, puisqu'il y en a eu plusieurs. C'était vraiment l'humour, les gags, tout ce que pouvait faire une personne quand il se baladait avec un groupe. Et c'est vrai que souvent, on dit que c'est les histoires qui font le bouquin, mais des fois, c'est aussi le bouquin qui fait les histoires. Parce que je me rappelle d'un accident de moto avec un bateau sur le Joe Bar, et c'est arrivé à un professionnel chez Motorvue ou Motojournal, je ne sais plus. C'était Laurent Cochet. Ouais. Laurent Cochet qui est tombé avec un JR 1300 ou un truc comme ça, je crois. Dans l'eau, sur un quai. Ouais, sur un quai, c'est un truc de fou. Et alors tu dis, il y a beaucoup de... Il y en a eu d'autres, alors on va en parler. Les autres. Est-ce que quelque part, Christophe, on peut estimer que toutes les BD, on va les lister tout à l'heure, la liste est impressionnante. Est-ce que ces BD sont un peu héritiers du Joe Bar Team ou est-ce que chacun a vécu sa vie ? On est tous un peu héritiers du Joe Bar Team. Bardeux a ouvert la voie. Il a fait quelque chose qui n'existait pas avant. On retrouvait dans les BD belges, que ce soit Gaston Lagaffe, choses comme ça, on retrouvait un scooter, on retrouvait une moto qui passait. Mais rien n'était centré sur la moto. C'est vrai que Christian a ouvert la voie. Il l'a ouvert aussi parce que l'époque s'y prêtait, parce que les machines des années 70 c'était des motos sublimes, qui avaient du caractère, que ça correspondait aussi à une génération qui aspirait à la liberté. C'était les débuts de Carole, c'était Vincennes, c'était tout ça. Donc les motards étaient un peu en marge de la société, même s'ils étaient totalement intégrés. Mais voilà, Il y avait Margerin aussi avec Franquin qui a été quand même un petit peu
c'est sûr que c'était pas centré, comme le disait Christophe, uniquement sur la moto comme l'a fait Bardeux avec le Jobar Team, mais Franquin avait quand même une présence un petit peu régulière avec son héros sur la moto. C'est comme ça aussi qu'on y est venu. Les titres de BD moto sont très nombreux, on va en citer quelques-uns. Donc on parlait de Warm-Up, on va parler des fondus de moto qui est diffusé dans Motojournal tous les 15 jours. Little Kevin, la famille au taquet, les motos râleuses, même pas peur, des bâtons dans les roues. Steve McQueen, Julie Wood, Sam Speed, Lucien, Je veux une Harley, Mémoire d'un motard, Motomania, j'accélère, Mammouth et Piston, les motards, Momo le coursier, Scoot toujours. Non mais l'économie de la BD moto, Jérôme Pat va nous en glisser quelques mots. Selon le syndicat des éditeurs, 8 millions de Français ont acheté au moins une BD en 2017, soit 16% de la population totale. Concrètement, ce sont 53 millions d'exemplaires qui ont été vendus, à savoir 30 millions de BD traditionnels et 23 millions de comics et mangas. La BD a son héros français, enfin gaulois, puisqu'Astérix, pour le dernier tome de ses aventures, a été le livre le plus vendu en France en 2017 avec 1,6 million d'exemplaires. Côté moto, si des héros comme Lucien de Franck Margerin ou Little Kevin du regretté Coyote sont attachés au milieu motard, il existe à ce jour 2 séries spécifiquement consacrées à la moto. D'un côté, l'inévitable Jobar Team, qui n'arrête pas de s'arsouiller sur le marché. Ainsi, la BD culte créée en 1990 par Bardeux et éditée par Glénat s'est vendue depuis le début à plus de 6 millions d'exemplaires et voit encore aujourd'hui ses ventes moyennes annuelles se situer autour des 130 000 albums. Pour chaque nouvel épisode, Édouard Brackham, Jean-Raoul Ducable et leurs potes se classent directement numéro 1 dans la catégorie humour. Le tome 7 ayant même été, l'année de sa sortie, la BD la plus vendue en France, toutes catégories confondues. De l'autre côté, Les Fondus de la moto, édité par Bambou, publié par Motojournal, scénarisé par Christophe Cazeneuve et Hervé Richer et dessiné par Blauz, dont le premier album est paru en 2009, dont le tome 10 consacré aux motos de collection sortira le 25 avril et qui, depuis sa création, s'est vendu à un peu plus de 190 000 exemplaires avec une moyenne de 20 000 ventes par an. Merci Jérôme. On pourrait citer également Michel Vaillant en BD sportive, on va dire. Mais l'équivalent, est-ce que l'équivalent existe en moto ? Je ne crois pas exactement comme ça, parce que Michel Vaillant, c'était très réaliste. C'était des aventures et des épopées absolument incroyables. Il gagnait aussi bien le championnat du monde de Formule 1, les 24 heures du Mans, le Paris-Dakar. Nous, dans ce qu'on a imaginé, c'est justement de faire une famille de motards. Donc on se laisse la liberté de toucher à tous ces univers. Il pourrait faire des 24 heures du Mans ou un bol d'or, mais ça sera un cousin, un frère, un oncle. Ouais, puis dans Michel Vaillant, enfin je sais pas si Johan tu lisais aussi, Jean Graton, il incorporait les célébrités de l'époque, c'est-à-dire qu'on retrouvait les Jackie X, Beltoise, etc. On les retrouvait vraiment dans la bande dessinée. Ouais, c'est vrai. Aussi. Michel Vaillant, je l'ai lu quand j'étais encore minot, et c'est vrai que c'était incontournable à cette époque-là. Quand on s'intéressait au sport mécanique, moi j'étais môme, c'était les BD, et Michel Vaillant, c'était incontournable. J'arrêtais pas de les regarder, c'est vrai. Alors Michel Vaillant, ça donnait aussi un film. Alors Chef Pinon, ouais, voilà. Pilote 18. C'est notre dernière question. L'adaptation, du livre à la BD. Jobar Team a failli être adapté au cinéma. Sûr, ouais. Je crois qu'il a toujours d'ailleurs un scénario. Ouais, dans un de ses tiroirs. Ouais. Écoutez, nous on débute. C'est le tome 1. On va essayer que ce tome 1 fonctionne bien. On aimerait faire déjà 3 tomes. Et puis à partir de là, évidemment, aller le proposer, ça va de soi. T'as des connexions dans le cinéma. Ah oui, t'étais conseiller technique. Sans problème. Tarantino. On est sur quelques pistes comme ça. Tu étais conseiller technique pour un film. Sur Burnout, c'est pour ça que j'étais déjà venu. Ouais. Bon, on compte sur toi, Christophe, on compte sur toi pour un excellent film. Je vais essayer. Sur le sport moto, on en a besoin. On a besoin de beaucoup de promotions de ce type-là. On te remercie beaucoup d'être venu, Christophe. On va te laisser filer parce qu'il faut s'occuper du salon de la moto maintenant. C'est ça, maintenant je vais aller m'occuper. Donc il va revenir, c'est bien ce que je disais. Voilà, il va revenir. On va le retrouver encore le chef. On reviendra. Johan, merci beaucoup de nous avoir accueillis dans cette très belle concession Suzuki. Merci. Merci à vous. Et merci. Et Eric, on se retrouve la semaine prochaine pour un sans aucun problème. Et on n'oublie pas de liker, de commenter sur la page Facebook. Et d'acheter 18. Et d'acheter 18, bien sûr. Pilote 18. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Salut à tous.